il va aller dans vos comptes bancaires. Alors c'est ça, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Français ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs qui nous regardent ? Le seul compte qui peut bloquer, pour aller chercher du fric dedans, en partant du fait que c'est qu'il a le droit, puisque c'est... Oui, plénipotentiaire. Il peut faire ce qu'il veut, donc il va vous piquer. Donc la première des choses, c'est, comme vous le savez, il ne peut pas vous piquer, je crois, en dessous de 100 000. Mais au-dessus de 100 000, tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros de dépôt, il peut vous les enlever en disant que vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc, si d'aventure, pour une raison X, vous aviez au-dessus de 100 000 euros qui dormiraient sur un compte parce que vous n'aimez pas les papiers, qui aiment les papiers, vous n'avez pas envie de remplir des trucs, très mauvaise idée. Vous précipitez à votre banque et vous achetez un fonds de trésorerie en je ne sais pas quoi. Comme ça, ce sera nominatif à votre nom. Parce qu'il faut que vous sachiez un truc, c'est que si vous avez un dépôt à la banque, techniquement, vous avez prêté de l'argent. Dans les écritures comptables ? Vous avez prêté de l'argent à la banque. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, cet argent, il est maintenant à la banque. Et si la banque, elle ne peut pas vous payer, elle saute, vous êtes comme les autres débiteurs de la banque. Vous êtes marron comme Grosjean, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, première chose, au-dessus de 100 000. Deuxième chose qu'on a vu à Chypre, ce qu'on a vu en Grèce, etc., c'est quand les banques sont fermées pour permettre à l'État de se financer sur vos comptes, ils ne vous donnent pas beaucoup d'argent pour vivre par semaine. Donc, ce que je dis aux gens, mais ça paraît complètement idiot, mais je suis désolé, c'est pas mon genre, il faut acheter une boîte à chaussures et mettre à peu près en cash, en billets, dans la boîte à chaussures, de quoi tenir un mois et demi des dépenses courantes, l'acheter le riz, le pain... Parce que toi, ce dont tu as peur, c'est que ça fasse comme en Chypre ou au Liban, quand c'est arrivé, c'est-à-dire d'un coup, les DAB ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'argent qui sort du trou. Il n'y a plus d'argent qui sort du trou. Ou alors, c'est ce qu'ils ont fait au Liban, ils disent, vous avez le droit à 20 euros. En gros, je crois que c'est 100 euros par semaine en liquide, et débrouille-toi avec ça pour envoyer de l'argent à ta fille, pour ci, pour ça. C'est fini, on ne va plus d'argent à la fille. Donc à ce moment-là, il faut essayer d'avoir, je dis à peu près, justement un mois et demi de dépenses pour la nourriture, pour les taxis, pour tout ce que vous faites d'habitude, en cash dans une boîte à la maison. Donc, n'hésitez pas à aller dans le trou dans le mur ou aller à votre banque et de dire je veux avoir X et de le mettre en réserve. Parce que... Battez-vous avec votre banque parce que je peux vous dire qu'une fois, moi j'ai voulu sortir pour la même raison 5 000 euros en cash pour le mettre dans une boîte à chaussures. Et ma banquière me demandait mais pourquoi vous voulez cet argent en cash ? C'est pour faire quoi ? Il faut toujours lui répondre, c'est que j'ai un petit ami de 20 ans, c'est fou ce qui me coûte cher. Comme ça, elle te fout la paix. Elle dit elle a bien de la chance. C'est pour prendre des bains en sloggy, tu sais, en me battant avec des billets de vin. Non, mais c'est... Donc, pour faire un clip de rap, tu sais. Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que dans les 12 mois qui viennent, je ne fais jamais de prévisions, parce que les prévisions, ça suppose que le futur est complètement incertain, etc. Mais si je regarde l'historique de l'endettement de la France, dans les 2 ou 3 derniers graphiques qui sont dans mon dernier papier, il y a une possibilité non négligeable que ça ne passe pas. C'est-à-dire que les marchés financiers n'acceptent plus. Bon. À ce moment-là, qu'est-ce que peut faire le gouvernement ? Il a quand même besoin d'argent pour payer tous ces braves gens. Il va aller se servir dans vos comptes. Et prenez l'exemple, vous avez une assurance vie dans lequel, malgré tous nos conseils, vous avez encore quelques obligations qui traînent. Tu sais, des obligations classiques. Toi, tu vas dire, à partir du moment où tu te rends compte que la France va faire faillite, tu vas dire, écoutez, vendez-moi tout ça. Mais il y a une loi qui a été passée par Sapin quand il était ministre, qui disait que ils peuvent bloquer le remboursement des assurances vie. Donc, c'est-à-dire, tu dis, non, moi, vous êtes gentil, mais maintenant, je veux plus, je vous fais plus confiance. Ils te disent, vous le gardez. Donc, tu peux plus le vendre. Même, il y a l'autre qui ronfle. On fait un petit concert, là. Il y a l'autre qui ronfle. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Entre bloquer les assurances vie, allez vous piquer tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, et je ne sais pas quoi d'autre, peut-être la boîte à chaussures, en attendant. Je pense que le portefeuille qu'on a constitué ensemble passera cette crise, sans trop de difficultés. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas dans une position impossible parce que vous n'avez pas de cash. Donc, à ce moment-là, quand la crise fait mal,
comme tu l'as dit au Liban, ou comme on l'a vu en Chypre, ou comme on l'a vu en Argentine, c'est ceux qui avaient des billets en dollars qui ont continué à bouffer. Je parlais du Liban et d'envoyer de l'argent à sa fille parce que ma fille qui est à Londres, sa roommate, comme on dit, la personne avec qui elle partage un appartement, ils sont 3, est libanaise. Et à l'origine, c'était son père qui était médecin au Liban, qui faisait vivre la famille. Et puis les salaires ont connu en proportion une telle dépréciation que maintenant c'est sa mère qui avait un boulot payé en US dollars, avec une valorisation US dollars. Au Liban. Au Liban, qui fait vivre tout le monde et qui permet à sa fille à Londres de pouvoir continuer ses études. Qui était un petit salaire, elle faisait un 4/5e en décoration, en tant que décoratrice, elle réalise des printing, tu sais, voilà. Mais à quoi c'est dû? Alors que son père est un grand professeur et je me souviens d'hôpital. très bien, j'avais été au Liban en 73, où ma sœur vivait à l'époque, etc. Eh bien, Ashrafie, là, l'endroit, la grande rue et tout, c'était l'immobilier le plus cher du monde. Ah mais oui, mais oui. Donc l'immobilier ne baisse pas. Si, il y a des endroits où il a baissé. En 1890, c'était le niveau de vie le plus élevé du monde. Et vous regardez les immeubles haussmanniens de cette époque qui ont été faits à Buenos Aires, quand vous y allez dans le cimetière qui est une merveille d'ailleurs, ça pue le fric. Mais aujourd'hui, c'est complètement dilapidé, quoi. Les immeubles sont superbes, les vues sont magnifiques, mais vous vous rendez compte que c'est un pays qui s'appauvrit depuis 100 ans par mauvaise gestion. Oui. Donc, il faut introduire dans vos calculs le fait qu'on est peut-être géré par des clampins. Je pense que de plus en plus de gens qui nous suivent s'en rendent compte. Est-ce que tu veux nous parler du graphique le marché français mesuré en euros et mesuré en or? C'est une autre question qu'on a beaucoup reçue. Alors, c'est donc dans ce graphique qui est là. On va vous le montrer. Donc, le premier graphique, on va le mettre... Graphique, voilà. Non, c'est pas la peine que tu le montres, on va le mettre à l'antenne. Alors, la plupart des gens me disent, c'est bizarre, tout va mal et la bourse de Paris monte. Tu sais, les valeurs Air Liquide est au plus haut. Bon, ça fait des années qu'elle est au plus haut. Mais c'est vrai que la bourse marche très bien. La bourse marche très bien. Quelques actions. Voilà. Et alors, très pourquoi hautes. Parce que la première raison, c'est que vous regardez les grandes capitalisations du CAC 40, si vous enlevez les financières et les trucs comme ça, en 2000, il y avait 75% des profits qui étaient faits en Europe. Mmh. Nous sommes en 2024, il n'y en a plus que 40. Oui. Donc ces gars-là, comme j'ai essayé d'expliquer, ceux qui sont dans la liste idéale, sont des gars qui ont bien compris que l'Europe était plombée, et comme ils doivent raisonner à 10-20 ans pour leurs investissements, ils sont maintenant partout en Inde, en Chine, en Asie, ou partout où il faut être, et leur base européenne est en train de... Donc, les bénéfices sont superbes parce qu'ils ne sont plus en Europe. D'accord. Donc, c'est bien pour ça que je les ai achetés. J'ai acheté en disant des trucs, écoutez les gars, c'est pas la peine de... Bon. La deuxième des choses, c'est que dans les marchés financiers, il y a 2 sortes de hausses. Le marché monte parce que les bénéfices sont bons, les affaires vont bien, etc. Bon, ça, c'est très bien. Et il y a la deuxième sorte de hausse qui monte parce que la monnaie dans laquelle tu mesures l'action se pète la gueule. Donc, ça donne l'illusion, ce que j'appelle l'illusion monétaire, ou une hausse de misère. Et si vous allez dans ce graphique, vous voyez qu'il y en a eu une vraie hausse des profits, etc., de 1985 à 2000, ce qui a duré donc 15 ans. Et je montre le graphique mesuré en euros et le graphique en or. En or. L'euro est en rouge, l'or est en bleu. Oui. Et vous voyez qu'on a une vraie hausse, là, il n'y a pas de problème, les deux montent. Et puis vous voyez que depuis 2003-2004, avec l'euro qui commence à vasouiller, les États-Unis qui ont une grande crise financière, etc., on est passé officiellement de quelque chose comme 60 à 290, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 5 en euros, mais en or, on est plus bas. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle une fausse hausse. Tu aurais acheté de l'or, tu ferais mieux aujourd'hui, 10 ans après ou 20 ans après, que d'avoir tes actions. Bien sûr. Et donc, ça, c'est une fausse hausse. C'est pas que les actions sont montées, c'est que la monnaie dans laquelle tu mesures les actions, c'est ratatiné. C'est comme si, j'imagine que la bourse de Francfort ou de Berlin montait comme une fusée quand il y avait l'hyperinflation en Allemagne. Oui.
Mais ça n'empêche que tu pouvais pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et tu l'as fait avec le dollar, le même ratio? Avec le dollar, c'est à peu près comme l'euro. C'est à peu près comme l'euro. Ben, les deux, ils ont à peu près... Les deux systèmes d'exploitation étant corrompus... Les deux, voilà, aucun des deux ne marche. Mais par contre, tu le ferais en monnaie chinoise, c'est beaucoup moins bien. Oui. Et alors, la deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, et j'arrive à ça, c'est que... Alors oui, je voudrais rappeler, depuis les Gilets jaunes, Oui. Charles a travaillé sur ce qu'il appelle un indice Gilets jaunes. Donc je vous rappelle... Un indice des prix Un indice des prix Gilets jaunes. C'est-à-dire en partant, non pas de l'inflation que nous expliquent nos organismes de contrôle, mais en partant de ce que les gens font, c'est-à-dire en général... quand se chauffer. Se chauffer et bouger. Se chauffer, bouger dans leur voiture et de Bouffer, l'alimentaire de base. C'est-à-dire bouffer et se loger. Voilà. C'est les trois Donc, postes. Le poste indice gilet jaune inclut ces postes qui sont incompressibles et qui, on vous l'a expliqué plein de fois et ce qui tombe sous le sens, sont beaucoup plus lourds pour des personnes à petit budget. Il est certain qu'une hausse de l'alimentaire quand vous êtes au SMIC vous touche beaucoup plus que si vous gagnez 12 000 € par mois. Voilà. Donc la hausse alimentaire n'est pas la même pour Donc ce qu'on les uns essaie et de les dire, autres. c'est que l'inflation frappe dans la mesure où elle est très souvent sur ces trois postes, énergie, loyer et bouffe, frappe beaucoup plus durement les petits... Alors, ce que j'ai fait dans ce graphique, c'est que je me suis dit, je vais prendre le revenu moyen du français de base, et je vais diviser ça non pas par l'indice des prix officiels, Oui. mais par cet indice, un tiers. Un tiers. Et quand la ligne rouge est au-dessus de la ligne noire, ça veut dire que le niveau de vie baisse. Oui. De la catégorie, mettons des 25% des Français les plus pauvres, quoi. Ceux qui sont sans doute au salon de l'agriculture en train de gueuler en ce moment. Et vous voyez que depuis à peu près 2021, il y a un véritable effondrement du niveau de vie des Français de base. C'est-à-dire qu'il y avait eu la première pète avec les Gilets jaunes, puis alors maintenant, c'est 10 fois ce qu'on a pris au moment des Gilets jaunes. Ce que je n'arrive pas à comprendre, en revanche, c'est pourquoi les gens on ne le voit pas plus. Parce que les Gilets jaunes sont sortis dans la rue à un instant T. Et alors, est-ce que c'est parce que depuis le Covid, Non, ce qui s'est passé, c'est un peu différent. C'est que les Gilets jaunes, ça a été un mouvement de province. C'est-à-dire, ce que dit Guilly, là, ce géographe très brillant... Christophe Guilly, il dit, vous avez ceux qui bénéficient, mettons, de la mondialisation, qui sont au centre d'une zone urbaine, par exemple, ou au centre de Toulouse, au centre de Bordeaux, etc. Puis vous avez leurs domestiques qui sont en rond autour, qui sont les travailleurs immigrés, mettons, et leurs femmes. Et puis ça, c'est 50% de la population entre les deux. Et puis vous avez 50% de la population qui vit là-bas, loin, loin, où personne ne les regarde jamais. Et la révolte des Gilets jaunes, ça a été la révolte de cette troisième zone où personne ne va, parce que plus personne n'a de maison là-bas. Les maisons, on les a à l'île de Ré ou à Saint-Tropez, mais on les a pas à Clermont-Ferrand, quoi. Ça a pas. Oui, non. J'ai rien contre Clermont-Ferrand. Donc, ça a été la première révolte. Elle a été très, très durement réprimée. Et on a, d'une certaine façon, la deuxième révolte. Ceux qui vivent toujours là-bas, c'est les paysans. Et on commence à avoir la révolte des paysans. Et la révolte des paysans partout en Europe. Hein. C'est pas simplement... bien sûr, bien sûr. Là, j'envoyais à Bruxelles, hier... entre parenthèses, je pense que moi, si j'étais un agriculteur, j'irais direct à Bruxelles. Hein. C'est pas la peine d'aller à Paris. Oui. De toute façon, ils prennent le rang de Van der Leyen, donc elle est à Bruxelles, à la rigueur à Strasbourg, mais elle est là-bas, quoi. Allez leur péter les roustons là-bas. Pas la peine de nous embêter à Paris. Non, c'est pas que je veux pas être embêté, parce que moi, je suis tout à fait solidaire de ce genre de mouvement, mais c'est juste pour vraiment les embêter eux, quoi. C'est pour les embêter eux. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est ce que je crains le plus, c'est que c'est cette baisse du niveau de vie qui arrive à cause de l'inflation et de la baisse de notre monnaie, qui sont inévitables, ça va frapper très, très, très durement les petites gens. Beaucoup plus que toi et moi, où on est là. Oui, c'est ce qu'on explique. C'est-à-dire que plus Et le problème aussi en France, c'est qu'on l'a vu depuis très longtemps, il n'y a pas eu de croissance des salaires. On est passé à l'euro. Depuis le passage à l'euro, on se rend bien compte que... on n'arrête pas de baisser de niveau de vie, quoi. C'est le niveau de vie après la
on a dû perdre entre 10 et 15% de notre niveau de vie. Et ça va continuer. Ça me fait rire parce que les gens disent souvent, oui, Charles Gave, c'est le type qui dit depuis 20 ans que l'euro, ça va être la merde. Je lui dis, mais vous avez regardé récemment, est-ce que vous avez vraiment la sensation de vivre mieux que vos parents ? Oui, mais qu'il y a 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir devenir propriétaire ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez dans vos vies un facteur de sécurité Est-ce que vos enfants travaillent en France ? Ben non, ils sont tous en train de... Moi, je sais, j'ai une petite coiffeuse qui va prendre sa retraite, que j'aime beaucoup, Nathalie, si jamais elle me regarde. Et elle me disait, bah voilà, il y a 20 ans, elle fait pareil, elle fait des brushing, des balayages, des couleurs. Et elle me disait, bon, bah il y a 20 ans, avec mon mari, on pouvait partir en club 2 fois par an. Maintenant, on prend des vacances 1 année sur 2. Parce qu'on peut pas. Elle fait le même boulot. Hein. Elle est toujours dans un salon de coiffure dans le 8e, elle fait des mèches, elle fait des brushings. Pourquoi est-ce que son travail lui permettait, dans les années 90, de partir 2 fois par an en club et que maintenant, elle peut plus prendre de vacances, et pas à cause de la responsabilité. Et avant, ils habitaient dans Paris et maintenant, elle a 1h30 avec un changement à Saint-Lazare. Pour aller au travail. C'est exactement ce qui se passe. Et on voit bien... Alors, en France, c'est visible, donc avec les paysans, etc. Mais on va aux États-Unis, il y a l'espérance de vie des hommes est en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'on est comme quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a eu un véritable effondrement de l'espérance de vie des hommes, parce que, quelque part, sont des petits animaux fragiles, les hommes. Les femmes résistent mieux. Ah, mais tu sais, il suffit d'avoir vécu avec un homme et d'avoir contemplé un homme qui a un rhume, et tu sais ce qu'est la douleur. De ce jour-là, moi, j'ai accouché 2 fois sans péridurale, mais ça n'a aucun level up par rapport à un homme qui a un vrai rhume d'homme. Oui, là, tu sais ce que c'est. Il est vrai que les hommes sont des petites bêtes fragiles, et que, quand ça va pas bien du tout, ils peuvent se laisser mourir. Ça paraît idiot ce que je dis, mais quand on regarde les statistiques aux États-Unis, on se rend bien compte que ça frappe les hommes de 45 à 70 ans qui ont l'impression que ils ont tout raté, qu'ils sont pas arrivés, parce que l'homme s'imagine qu'il va être le maître du monde, qu'il va élever une famille, qu'il se projette dans le futur, et puis s'il rate tout, si sa femme le quitte, il dit à quoi bon ? J'enlève la prise. Et il y a beaucoup de gens qui enlèvent la prise, et tu le vois dans les statistiques de survie, et je trouve ça terrifiant, et c'est une responsabilité pour les hommes politiques. Ils semblent même pas l'air d'en s'en rendre compte. Non, mais écoute, plus que jamais, et on le voit, ça m'a fait rire parce que hier, il y avait pareil un tweet d'Olivier Faure, je sais pas si tu vois, qui disait, oui, moi j'adore le sauciflard et boire un coup de rouge. Et je me dis, mais putain les gars, ils sont gaulés comme des choups à choups, c'est-à-dire ils ont des corps avec des grosses têtes et tout maigres, et ils t'expliquent 1 fois par an, quand il y a le salon de l'agriculture, qu'ils adorent l'odeur des aisselles dans les vestiaires et que le rugby, c'est formidable, et qu'ils boivent du sauciflard et du gros rouge. Je dis, mais à qui ? Jean-Michel ? Non, pas à moi. Pas à moi. Tu lui files un Armagnac qui devient bleu, tu le sais. Oui, je les connais tous. Il y en a tout un tas à Paris. En général, ils ont été dans les bonnes écoles. Même moi, je pense que je soulève plus lourd que lui à la gym. Quoi. Non, mais en plus, j'ai un monsieur fort, je sais pas du tout, je le connais pas, mais j'imagine qu'il doit être écolo comme tout, non ? Mais bien sûr. Et le saucisson, alors, c'est pas écologique du tout. C'est non seulement pas cachère, c'est pas haram. C'est pas halal, oui. C'est pas halal, saucisson, c'est pas bien du tout. Il s'aliène les 2 tiers de son électorat, là. Non, il est déjà petit, son électorat, donc n'exagérons rien. Mais voilà. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ces périodes de basculement, si je devais résumer ça de façon rapide, je dirais, ce qui se passe, c'est que les rentiers en prennent plein la tête, ceux qui vivent. Les fonctionnaires en prennent plein la tête. Les entrepreneurs et les actionnaires s'en sortent. Donc, tout le message que je donne aux jeunes, c'est ne rentrez pas dans le service public en vous disant comme ça, j'aurai une retraite à 60 ans. Je suis pas sûr qu'il restera un service public, mais par contre, je suis sûr que vous n'aurez pas de retraite à 60 ans, ou à 65 ans, ou à 70 ans. Vous n'aurez pas de retraite, période. Donc, essayez de vous lancer, essayez de faire des trucs qui vous amusent, parce que la sécurité, il n'y en a pas dans ces périodes de transition. La propre de ces périodes-là, c'est que, comme disent les Chinois, la malédiction chinoise, c'est « puissiez-vous vivre dans une période intéressante ». C'est-à-dire que là, on vient de traverser une période qui n'a pas été intéressante et où ces gars-là s'en sont mis plein la fouille, ils emmerdent tout le monde. Mais c'est fini maintenant, c'est fini. Leur pouvoir va tomber, c'est ça la bonne nouvelle. Ils vont cesser de nous emmerder.
Donc, on résume. Déclassement de la population plus que jamais. Oui. Nécessité pour ne pas se faire avoir, possiblement, de sortir. Si vous avez plus de 100 000 euros, placez-le. Absolument. Ou aussi bien, vous pouvez prendre un PEL et puis demander à votre banquier d'acheter du air liquide dont... faites attention à ce qu'on ne vous colle pas des obligations d'État, quel que soit l'État. Et gardez du liquide chez vous pour la bonne raison que si le système explose... non, il ne va pas exploser, mais il va se geler. Il va se geler. Vous n'aurez plus accès à votre argent. Voilà. C'était, encore une fois, l'histoire de ton ami italien quand tu étais à la Banque de Suez, qui achetait de quoi pouvoir bouffer dans les Pouilles pendant une semaine avec une famille de 4 enfants. Voilà, il achetait des petites pièces d'or, comme ça, il en avait tous les... C'était en 73, ou 71, 72, l'or n'était pas monté depuis 100 ans, enfin 50 ans. Et il disait, oui, moi je suis... il était lombard. Tout le monde est passé en Lombardie, on a été envahi par tout le monde, mais par contre... avec une petite pièce. Avec une petite pièce, le paysan, vous n'aurez... Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que les monnaies, ce sont des conventions sociales. Oui. Ça n'a aucune réalité, une monnaie. Une pièce d'or, c'est une réalité. Le type regarde, dit oui, c'est de l'or, c'est bon. La monnaie, t'arrives avec un gros billet russe de 1917, ça n'intéresse pas les gens, quoi. Donc ça n'a aucune valeur, sauf l'idée que derrière, il y a un État qui sera capable de te rembourser. Mm-hmm. Et donc, dans ces périodes de troubles, ce qui se passe, c'est que de très grandes monnaies, dans lesquelles il y avait de très grands marchés obligataires, disparaissent complètement. Mm. Le marché obligataire russe, le marché obligataire allemand, ils ont disparu 100%, ça valait zéro. Puis le marché obligataire français et le marché obligataire anglais, de 1918 à 1978 à peu près, 60 ans, ils ont aussi disparu, ils sont passés à zéro. Tu vois ce que je veux dire, que l'obligation de 1918, elle valait zéro en pouvoir d'achat. Donc, tu as eu 4 grands marchés obligataires qui, en l'espace de 50 ans, ont vu leur valeur d'achat baisser de 100%. Donc, c'est là où est le danger pour ceux qui ont de l'argent. Tu vois, c'est ce qu'il ne faut pas avoir. Et ce que ça te montre très bien, les études qu'on a fait sur les 140-150 dernières années avec Didier, c'est ce qui compte dans ces périodes, c'est de bien sélectionner ce que tu ne veux pas avoir. Et donc, je me tue à dire aux gens, c'est aujourd'hui, si vous tenez absolument à avoir des obligations, ayez-les avec des gens qui sont encore là dans 20 ans, comme la Chine, par exemple. Mais je ne suis pas du tout certain que la dette française sera encore aura quelques valeurs dans les 20 ans qui viennent. Donc c'est vraiment ça, c'est essayer d'identifier dans ces périodes de bouleversement énormes qui se passent tous les 70 ans ou je ne sais pas combien, quelle est la prochaine victime. Voilà. Donc c'est les obligations. Donc, j'espère que vous n'en avez plus des obligations françaises, avec tout le mal qu'on en dit depuis des années. Oui, alors là vraiment il faudrait faire exprès. Alors, quant à moi, j'ai décidé, dans la série de mes petits portraits, de porter mon attention, parce qu'on m'en parle souvent, sur un libéral français qui a fait beaucoup de bien à la Ve République, qui est Jacques Rueff. Oui. Alors, pour ceci, j'ai lu ce livre qui s'appelle « Un libéral français », publié aux éditions Odile Jacob, de Gérard Minard. Alors, je recommande, mais je ne recommande que si vous avez vraiment de très bonnes connaissances en économie, parce que le propos n'est pas linéaire et à chaque page, en vérité, l'auteur reprend les thèses économiques, parce que c'est comme s'il était overwhelmed par ce dont il parle, donc il va revenir, oui, et puis en plus, Rueff a développé ça, et puis alors il a développé ça, et puis il a développé ça, puis après il revient sur le truc linéaire, mais il t'a expliqué des trucs économiques en plein milieu du chapitre 2. Ce qu'il faut dire sur Rueff, c'est c'était un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que c'était celui qui avait conseillé Laval en 1934, quand Laval a fait une espèce de politique du franc fort à la trichée. Mm-hmm. Et donc, à ce moment-là, ça nous a collé dans une récession. Et ça a amené le Front populaire en 1936. Mm. Parce que ce que voulait Rueff, c'est que les salaires baissent. Puisque le franc français était surévalué, il fallait que les salaires baissent pour ajuster le... Mais s'il y a une loi dans la nature, si tu veux, c'est que quand l'inflation monte,
Ça t'intéresse que son salaire monte pas autant, mais enfin l'essentiel c'est que ça monte, mais que jamais quelqu'un n'accepte que son salaire passe de 100 à 80. Tu vois, ça c'est une espèce de résistance totale. Surtout en France. Surtout en France, mais partout. C'est le truc de baisser le salaire, c'est un truc. Non, ça veut dire que je vaux moins. Tu vois, c'est presque. Oui. C'est presque grégaire, oui. Et donc en 1934, il a commis une immense erreur qui a été reprise d'ailleurs par Trichet quelques années après, et c'est marrant, ils étaient tous les deux inspecteurs des finances, donc il a très bien analysé, ça c'est au début, mais il a été dans tous les comités Théodule dans l'entre-deux-guerres, etc., sur la réforme du système monétaire international, sur tout ça. Il a très bien analysé les problèmes, et il a très bien analysé aussi les problèmes qu'allait créer la domination du dollar. C'est lui qui avait créé l'idée de le privilège impérial du dollar, etc. Il a très bien conseillé De Gaulle, au moment où De Gaulle est revenu, pour justement avoir... En 58, pour avoir une politique libérale, pour casser les monopoles, etc. Il a très bien fait ça. Et finalement... Je dirais que si je devais faire une analyse de Rueff, je dirais qu'en théorie, la plupart des théories de Rueff, en théorie, c'était un esprit extrêmement intéressant. Quand il a essayé d'appliquer dans la pratique ces trucs en 1934 avec Laval, ça a été moyennement intéressant parce que... Je crois que ça a été plus... Attends, alors je vais reprendre pour ceux qui ne connaissent pas Rueff. Donc il est né le 23 août 1896 à la charnière des deux siècles, sous la présidence de Félix Faure et du gouvernement Jules Méline. Il est né à Paris et il est un enfant de l'Alsace à l'origine. Ouais. Il est... Attends, c'est important, c'est important parce que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que c'était un juif alsacien. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été extrêmement protégé par Pétain. Oui. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que je dis pas ça pour ou bien, mais enfin, ça veut dire qu'il a connu aussi cette période d'avoir été un grand homme d'affaires, etc. Puis d'être un réprouvé pendant 4 ou 5 ans, quoi. Ça a dû être assez douloureux pour lui. Donc son père était chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne et son père s'occupe énormément de lui, de son développement intellectuel. Et pour eux, à l'époque, le pinacle, c'est la géométrie. Parce que la géométrie demande rigueur, demande d'avoir un esprit qui se développe dans l'espace. Et le père pousse le jeune Jacques Rueff vraiment vers l'écriture. Et on a des écrits de Rueff qui remontent à ses 13 ans. Donc déjà, c'était des époques où on avait une grande idée de soi-même, ce qui est bien. Et on voulait que les enfants soient éduqués et on n'avait pas peur de les surcharger. Hein. Voilà. Donc il obtient son baccalauréat en 1914 avec mention bien. En août 1915, alors qu'il a commencé en classe de mathématiques spéciales, Jacques Rueff est mobilisé par le 3e régiment d'artillerie à Joigny. Et quelques mois plus tard, il est envoyé comme élève officier à Fontainebleau. Promu aspirant, il se retrouve au front en janvier 1916. Il a 20 ans. On le décrit cheveux roux, yeux marrons, front large, visage ovale, et il mesure 1m69. Donc il fait la Somme en 1916, le chemin des Dames. Et il s'en sort. Il s'en sort, donc il a vu il rentrera de la guerre en disant « J'ai eu l'immense honneur de pouvoir commander et ça a fait de moi un homme. Je ne suis plus du tout le jeune garçon qui est parti. » C'est rigolo parce que ça ressemble un petit peu au parcours, c'était des contemporains d'Alfred Sauvy, qui a été aussi comme ça, qui a été présenté à Polytechnique, mais qui n'a pas pu le faire parce qu'il l'a fait après la guerre. Mais enfin, c'était deux types tout à fait étonnants. Il écrira alors « Je suis parti un jour tout petit garçon et je suis rentré un homme car j'ai commandé. Quelle charge, quel honneur et quelle expérience j'ai acquise. » Polytechnique ouvre alors une classe spéciale 1919 pour accueillir... Où il y aura Sauvy. Ou pour accueillir ces messieurs. Il y est reçu en 1919. Au début, la première année, figure-toi, il voulait être biologiste et puis il tombe dans l'économie. Pour lui, il dira ma découverte fut celle de Léon Walras. D'accord. Et l'Autrichien Karl Menger. Oui, Karl Menger c'est mieux. Walras c'est moins bien. Et donc à cette époque-là, il tombe vraiment en amour de ce nouveau marginalisme. Bien sûr. Voilà. Pour vous, c'est en fait la remise en cause totale de cette idée que on devait évaluer les choses par la valeur travail. Voilà. Et c'est complètement que pour autant, nos amis de gauche continuent à utiliser. Ils ont jamais compris. Bien qu'il y ait eu un siècle de découverte copernicienne
Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre que la valeur est subjective. Voilà. Et alors, à ce moment-là, il rencontre Bergson, qui a 63 ans, et il lui dit « Maître, est-ce que je dois publier ce livre ?» Et Bergson lui dit « Oui, assurément. » Et ça sera son premier petit ouvrage à l'époque. C'est « Les conditions du salut financier », qui est son premier article en 1925. Il a beaucoup réfléchi sur les problèmes de monnaie. Oui. Vous savez à quel point ça m'intéresse. C'est pour ça, c'est un des rares économistes qui réfléchit sur la monnaie et non pas sur les bidouilles, les trucs en dessous. Donc, sur la nature conceptuelle de la monnaie. C'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par EF, parce que il essaye de comprendre ce que c'est la monnaie. Ça, c'est pas gagné. Hein. Alors là, on est en 1920 et c'est marrant parce que on revient un peu dans le concept de la loi de 73. À l'origine, le budget de l'État avait fixé à 41 milliards de francs le maximum légal d'émission de billets. Mais ce plafond a été dépassé largement sans que le Parlement soit au courant et ça avait été dissimulé par un jeu d'écriture, ce genre d'avance indirecte. Donc Édouard Henriot est mis devant cela et il dit mais enfin tout le monde le fait, ça fait des années que tout le monde passe des jeux d'écriture et rajoute de la dette sous le tapis. À l'époque, il y a un débat, c'est doit-on ramener le franc à sa valeur de 1913 ? Ça, c'est le point de vue des revalorisateurs. Soit prendre acte de la perte de substance et le fixer à une nouvelle parité face à l'or. C'est amusant parce qu'il y a eu le même débat en Angleterre et que la grande erreur économique de Churchill, ça a été de revaloriser l'or en 1923 au niveau où il était en 1914 et ça a foutu une dépression en Grande-Bretagne qui a été gigantesque. Et ben nous, on s'est pris aussi une crise sur le franc en 1920, 1923, en 1924. Mais nous, on dévaluait, nous. Oui. Et en 1925, il est appelé à ce moment-là au gouvernement de Poincaré. Et Poincaré mettra 2 ans à se décider en faveur de la stabilisation, qui était ce qu'il voulait faire lui en disant il faut stabiliser, il faut favoriser les exportations. Donc qu'est-ce qui arrive ? Hausse du taux d'escompte à 7,5. Les bons du Trésor aussi montent à 3,6. 6% pour les 1 an. Mais ça se passe bien quand même, on arrive à... Et puis surtout, on a dévalué, la dévaluation Poincaré avait été forte, et donc la France commence à avoir des excédents de ses comptes courants monstrueux, oui. Et à ce moment-là, avec la crise de 1929 et les grandes dépressions autour, ça a été véritablement le fond de décor pour l'activité de Rueff, qui va regarder ça avec son œil de monétariste de l'époque et en tirer pas mal de leçons. Et donc, on a à ce moment-là, effectivement, la crise de 29. On avait en 1926 un indice de bourse qui était à 100 et en septembre 1929, c'est à 216. Donc, on est vraiment là dans une bourse, dans une bulle spéculative incroyable de l'époque. Donc là, oui, on parle de la dévaluation de livre sterling en 31 qui paramètre aussi l'onde de choc qui avait été commencée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a l'onde de choc qui commence en 29 dans la bourse américaine et en 31, la livre qui dévalue, qui dévisse. Et à 34, le dollar qui dévalue aussi contre l'or, ce qui était une monstruosité. Donc, il y a eu à cette époque-là, justement, c'est ce que j'essaie de dire dans ce qu'on disait tout à l'heure, qui a dégusté chaque fois que c'était grosso modo quand vous dévaluez les marchés obligataires contre l'or. Quoi. Et alors surtout, ça a amené des transferts d'or absolument gigantesques. Gigantesques, absolument. Donc transfert d'or gigantesque de la Grande-Bretagne vers la France. Puis de la France vers les États-Unis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On a la Credit Suisse qui fait faillite en Allemagne. En Autriche, pardon. En Autriche. Et du coup, répercussion en Allemagne, qui déjà était dans des cycles déflationnistes, avec toujours la réparation qui leur collait. Donc, tout ceci a permis à Rueff effectivement de se faire les dents et de voir véritablement in situ. Il était dans tous les comités internationaux sur la dette, etc. à l'époque. C'était en même temps que Keynes. Il se retrouvait très souvent. Il se retrouve à Genève en 1929. C'est un des seuls de son époque qui en fait a affronté Keynes de visu. Et ils se sont mis copieusement sur la gueule, mais voilà, gentiment. C'était tous les deux des gros fonctionnaires, donc la question du débat avait été celle des transferts de l'Allemagne. Ouais. Et ils gardent le contact après, mais ils étaient vraiment en opposition. Pendant la guerre, il est réfugié à Annonay, en Ardèche. Il travaille avec René Courtin très vite, qui était un envoyé de De Gaulle. De Gaulle lui avait demandé, avec tout un tas d'autres, de commencer à réfléchir à un plan de relance de la France pour quand on aurait gagné, tu vois.
il assiste ensuite à l'agonie de la 4e République, comme tout le monde. Et quand, en 58, quand Antoine Pinet est nommé, dans les 2 semaines, il lui présente un programme de rénovation économique et financière. Oui. Il a 62 ans à l'époque. Pour dire, voilà, il faut passer... alors, on est dans une époque où... Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il fait ouvrir, par exemple, dans ce plan, il y avait un effondrement des droits de douane. C'est-à-dire il y a les traités de Rome qui avaient été signés avant, prévoyaient tout ça, et De Gaulle, bien qu'étant souverainiste et tout, il a accepté cette ouverture pour éviter que la France ne fasse l'erreur des années 1890 de refuser de s'ouvrir au monde et du coup passer en arrière, de devenir une puissance de second ordre. En fait, ce qu'il essaie d'expliquer, et ça il l'explique bien dans le bouquin, à De Gaulle tout du long, c'est que toute création monétaire doit reposer sur une réelle création de richesse. Donc, voilà, de valeur. Absolument. Donc faire marcher la planche à billets ne veut rien dire si derrière il n'y a pas eu de création. Mais exactement, quelque chose de tout à fait... Et cette création de valeur, c'est là où il y a toute la différence entre les... C'est que si, par exemple, un socialiste va vous dire, un socialiste va vous dire, si vous payez un professeur, il y a de la création de valeur. Oui, non. Oui, mais à quel niveau, comment, etc. Donc, en principe, cette création de valeur dans le secteur public doit être compensée par un impôt qui est prélevé ici. Et c'est l'impôt qui paye. C'est pas la création de monnaie. Or, depuis 70 ans, maintenant, en France, toute dépense publique a tendance à être financée par la monnaie. Et plus par les impôts. Et c'est pour ça qu'on va se viander, quoi. Et donc par l'inflation, et donc par la perte de valeur de la monnaie. Ouais. Et donc, dans ce qu'on a fait, alors, c'est qu'on a dit, comme on fait toujours ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allier à l'Allemagne. On aura un taux de change fixe avec l'Allemagne, donc on ne pourra plus le faire. Et puis, c'était la plus grosse bêtise qui ait jamais été dite, parce que du coup, ça nous a permis d'emprunter 20 ans de plus au taux d'intérêt allemand. Mm-hmm. Alors que normalement, si on avait été tout seul, nos taux d'intérêt seraient montés comme des fusées et on serait débarrassé de tous les corneaux il y a 25 ans. C'est-à-dire que là, les corneaux, comme je dis toujours, on a donné la clé de la cave à vin aux alcooliques. Et voilà. Avec l'euro. Et voilà, donc moi j'ai fait mon petit tour de Rueff. Il y a des choses intéressantes sur lui que tu veux... Le franc Pinet-Rueff. Oui, le franc Pinet-Rueff, ça a été après quand ils ont dévalué 1%. Comme je dis, c'était un esprit qui a beaucoup réfléchi sur la monnaie. Et il était tout à fait partisan des talons or. C'est presque, si j'ose dire, vous essayez de faire un décalque en négatif, c'est le négatif de Keynes. Oui. C'est-à-dire, donc... Il a été considéré comme le roi des crétins de 45 à 73-74. Et en 73-74, il a vu s'effondrer le keynésianisme avec la crise de l'énergie. Et là, il a eu quelques belles années d'agréables dans sa vie. Keynes était mort depuis longtemps. Mais intellectuellement, c'était deux écoles économiques, parce que ce que les Français doivent savoir, c'est qu'il y avait une école économique française qui était très puissante, et il y avait pas mal de différences avec les Anglais, justement, mais qu'à partir des années 45, avec le dollar, etc., il y avait des écoles économiques très intéressantes en Italie, en Autriche, en France, etc., pour des raisons qui m'échappent, d'un seul coup, on ne s'est plus intéressé qu'aux Anglais et aux Américains. C'est-à-dire que l'économie a été complètement accaparée, l'économie comme réflexion a été complètement accaparée, alors que c'était pas du tout les meilleurs. Mais même remarque de la philosophie avec les Allemands.